proximité, c'est où vous voulez, quand vous voulez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. À la une, ce dimanche, la très faible participation pour les élections européennes. Certains territoires ont voté en avance, en fonction du décalage horaire. Et un premier constat, peu d'intérêt pour ce scrutin, notamment dans le bassin atlantique. Siti Daroussi et nos équipes sur place. Les électeurs ont boudé les urnes en Guadeloupe, avec 10,87% de taux de participation en baisse par rapport à 2019. La population reste divisée sur l'importance ou pas de ce scrutin. Je trouve que les hommes politiques ils travaillent pour nos poches. Pour moi, c'est ça. Et puis nous, on reste là à attendre à subir. Ça sert à rien, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas d'intérêt à ça. Si on ne prend pas au sérieux cette élection, eh bien on se retrouve avec des contraintes qu'on n'a pas envie d'avoir. En Martinique, à peine 8% des électeurs se sont rendus aux urnes, soit moins de 2 points par rapport à 2019. On ne se sent pas concerné par ce scrutin. En ce qui concerne nous les Martiniquais et les Guadeloupéens, quand on est en 30e position, on n'a aucune chance. Alors c'est pour cette raison qu'il est à même de comprendre ceux qui ne se sentent pas concernés par les élections. Plus de 86% des électeurs se sont abstenus en Guyane. Sur les 38 listes, rares sont les candidats qui ont leur affiche sur les panneaux. Sans doute une des causes du désintérêt des Guyanais, selon la première magistrate de la commune de Cayenne. Vous avez vu tous les panneaux, sur beaucoup de panneaux que nous avons mis en place, c'est quand même une grande logistique, ils sont vides pour beaucoup, donc ça peut aussi impacter le choix ou la décision de l'électeur. Une tendance à la baisse également en Polynésie française, tout comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, où on enregistre un taux de participation de 18% contre 24% en 2019. Et un record d'abstention était à craindre aussi en Nouvelle-Calédonie en raison des tensions sur le territoire. Le taux de participation est estimé à un peu plus de 13%, c'est 2 points de moins qu'en 2019. Un scrutin, vous allez le voir, placé sous haute surveillance. Sheima Riahi, Gaël Decheverry. Montrer sa pièce d'identité avant d'accéder au bureau de vote. Ce dimanche, à Koekara, dans le secteur de Ducos, les électeurs se plient à la règle. À Nouméa, l'ensemble des sites accueillant des bureaux sont sécurisés et surveillés par de nombreux gendarmes et policiers. À l'intérieur, l'ambiance est plus sereine. Ici, 8 bureaux de vote sont regroupés, ceux des quartiers nord, Tindu, Logicop, Caméré ou encore Rivière-Salée. Mais encore faut-il trouver le bon bureau. Je ne manque pas un seul vote. Je fais un devoir de citoyen, quoi. Même si c'est un peu compliqué aujourd'hui. Je devais aller à Hibiscus. On m'a envoyé ici. Et là, il faut que je retourne à Courtauld parce que ce n'est pas le bon bureau. Mais bon, ça me promène un peu. Christiane Saridjan habite le quartier de Logicop. Elle préside le bureau de vote habituellement situé dans son secteur à l'école Daniel Talon, incendiée le 20 mai dernier. Il y a une solidarité. Là, j'ai vu une amie qui habite sur Logicop qui a transporté des gens, des papiers, des mamies pour qu'ils viennent voter, qui avaient peur de sortir de chez eux. Mais les gens s'organisent comme ça. Quelques-uns restent à la maison pendant que l'autre va voter et vice-versa. Dans les couples, ça se passe comme ça et entre voisins, ça s'entraide comme ça. À Lens-Bata, les électeurs n'ont pas eu de mal à se déplacer à la salle Omnisport. 16 bureaux de vote regroupés. C'est le site le plus important de Nouméa. Et 7h, le scrutin est ouvert, messieurs, dames. À l'ouverture des portes, déjà une cinquantaine de personnes, les électeurs ont le choix entre 38 listes, un record. L'Europe est très présente dans nos îles et c'est très important que je fasse mon devoir. C'est le minimum qu'on puisse faire, un maximum aussi. C'est l'occasion d'exprimer notre voix et c'est un droit et c'est un devoir même pour un citoyen. À Nouméa, 73 337 électeurs étaient appelés aux urnes. Ce soir, aucun débordement n'est à signaler aux abords des bureaux de vote de la capitale. Dans l'actualité, également l'arrivée de la flamme olympique en pirogue dans le village de Camopi en Guyane. La commune enclavée dans la forêt amazonienne est bien sûr dépourvue de bonnes infrastructures sportives. Et la toute première étape de ce relais des océans. Un moment forcément symbolique et historique. Alors les habitants tiennent à valoriser leur culture amérindienne. L'un d'entre eux a même fabriqué les anneaux olympiques en feuilles de cocotier. Regardez. Pour Henri Huss, le travail a commencé depuis ce midi. Son objectif, reproduire le logo des Jeux Olympiques. Mais ici, pas question d'utiliser des moyens modernes, c'est en feuilles de cocotier qu'il crée le tout. Je voulais faire un truc artisanal,
Et comme on a dit monsieur le maire, on voulait représenter un truc normal, on ne voulait pas représenter un truc avec des dessins, avec des cartons et tout. Donc on voulait faire des trucs de l'histoire des Amérindiens. La commune de Camopi se prépare à accueillir le passage de la flamme olympique. Pour cet entrepreneur, montrer la tradition amérindienne est important. C'est une technique qu'il a héritée de ses parents. Ça, c'est une technique que j'ai appris avec la famille depuis petit. Bon, j'ai débrouillé, puis ils m'ont appris, ils m'ont enseigné à faire. On a fait des concours, et jusqu'à maintenant, j'ai ça en tête. Et j'oublie pas, et puis du coup, ils m'ont demandé de faire ça, ben, je suis en train de le faire jusqu'à maintenant. Après plus de 12 heures de confection, le travail est terminé. Le logo dans sa version traditionnelle est accroché. Comme tous les habitants, il accueillera lui aussi les porteurs de flammes. Allez, direction la Martinique, à présent, où un agriculteur pratique l'agroécologie. Il n'utilise que de l'eau de pluie pour faire tourner toute son exploitation. Stéphane Lupon et François Marlin sont allés à sa rencontre. Elles sont rangées, telles des soldats au garde à vous. La mission de ces cuves, récupérer l'eau de pluie et irriguer ces 3 hectares plantés en arbres fruitiers, mais qui reçoivent aussi, en fonction des périodes, la culture maraîchère et vivrière. La bonne gestion de l'eau, une préoccupation majeure du propriétaire. L'irrigation aujourd'hui, c'est directement la récupération d'eau de pluie sur des citernes d'une installation que j'ai installée en hauteur et j'utilise l'eau par gravité tout simplement. Et j'ai une capacité aujourd'hui de stockage de plus de 5000, à peu près 5000 litres, 5000 litres d'eau de pluie. Le système fonctionne, il plaît, et l'Office de l'eau, dans sa mission d'amélioration de la gestion de la ressource, souhaite accompagner les agriculteurs qui le souhaitent à en faire autant. Et pour cela, elle s'est associée à la Chambre d'agriculture. On va financer un poste au sein de la Chambre d'agriculture, un poste relais pour justement mettre en œuvre les outils de financement, d'accompagnement technique de l'Office de l'eau au plus proche des agriculteurs sur le territoire. Bonne gestion de l'eau, mais aussi des espaces et élimination totale des pesticides et engrais chimiques. Ici, on parle d'agroécologie. La Chambre d'agriculture y voit un exemple à suivre. C'est arriver à utiliser ce type d'exploitation comme exploitation pilote, pour montrer aux autres producteurs qu'il est possible de faire de manière différente. 35 000 € investis, plus de 20 ans pour aboutir à ce résultat. Mais France Forose l'assure, c'est par ses efforts que passe une alimentation saine. Et une meilleure gestion de la ressource en eau, cela passe aussi par la protection de nos océans à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. Hier, 300 élèves de Tahiti ont participé à une petite croisière éducative. Embarquement immédiat avec Arioe Tefa Afana, Lorenzo Marama et Mirko Vanfo. C'est une traversée hors du commun que les 300 élèves s'apprêtent à vivre. Objectif, sensibiliser les jeunes à la pollution de façon ludique. Si pour certains le voyage perturbe quelque peu l'esprit, pour d'autres, la leçon est bien retenue. Pour vous, c'est important de respecter? Oui, très important. Parce que plus tard, c'est nous qui allons apprendre à nos enfants à faire ça. Et justement, relayer la bonne parole est le prochain exercice des élèves du lycée Paul Gauguin. Nous avons mis en place des éco-délégués au lycée Gauguin. Et toute la semaine, les élèves vont aller sensibiliser les classes, donc d'autres élèves. Et on voit que ça, c'est très porteur. C'est extrêmement porteur parce qu'ils ont un langage entre eux et s'approprient en fait. Et donc on les a formés et ils se sont appropriés les connaissances pour pouvoir les transmettre. Depuis 2010, la Brigade verte de Tahiti est à pied d'œuvre pour sensibiliser le plus grand nombre de jeunes, mais surtout le plus rapidement possible, puisqu'elle considère que cette génération est la dernière qui puisse encore sauver notre planète. Souvent la question rituelle, c'est est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités évoluent? Elles évoluent lentement. Trop lentement, j'ai envie de dire. Donc, effectivement, il faut occuper le terrain en permanence avec des actions, mais des actions pertinentes. Le combat contre la pollution est encore long et la présence des plus jeunes au sein des troupes est primordiale pour avancer dans cette lutte qui concerne le monde entier.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur lapremière.fr. Demain, vous retrouverez Laurence Théatin pour votre journal. Bon dimanche.